Suite du chapitre 7, page 402 sur 431. J'insiste sur un point. Dans toutes ces figures, chaque ligne supplémentaire représente une action effectuée non pas par un ordinateur, mais par un être humain. À propos des retombées politiques de la bullshitisation et de la baisse de productivité qu'elle entraîne dans le domaine des services à la personne, en lien avec une possible révolte des classes aidantes, les déclarations alarmistes sur les effets de la bureautisation ne sont pas nouvelles. Elles datent au moins de la Grande Dépression. L'automatisation, annonçait-on, alors est en train de priver de travail des millions de personnes, ou en tout cas, s'apprête à le faire. C'est à cette époque que Keynes a inventé l'expression chômage technologique, et pour beaucoup, le chômage de masse des années 1930 n'était qu'un début. Ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que ces avertissements, pour catastrophistes qu'ils aient pu paraître, étaient en réalité totalement fondés. Oui, l'automatisation a engendré un chômage de masse. Le problème, c'est que nous avons choisi de réagir en bouchant les trous, c'est-à-dire en inventant de toutes pièces des boulots débiles. Des boulots débiles. Dans les pays riches aujourd'hui, pas de cœur par contre, les chiffres officiels du chômage ne sont considérés comme acceptables que s'ils oscillent entre 3% et 8%, environ indépendamment de la réalité qu'ils masquent. Cela s'explique par divers motifs. La droite comme la gauche exercent une pression politique en ce sens. L'idée est profondément ancrée dans les consciences populaires qu'il faut occuper un emploi rémunéré pour devenir une personne morale accomplie. Enfin, les classes supérieures ont peur de ce que les masses laborieuses pourraient fomenter si on leur laissait trop de temps libre. George Orwell l'avait noté dès 1933. Cependant, effacez du tableau les jobs à la con, plus tous les jobs normaux qui ne sont là que pour leur permettre d'exister, et vous verrez que la catastrophe prédite dans les années 1930 a bien eu lieu. Plus de 50% à 60% de la population a effectivement été éjectée de son boulot. Seulement, et c'est là le point crucial, cette situation n'avait pas fatalement à être vécue comme un désastre. Au cours des millénaires, d'innombrables groupes humains que l'on peut qualifier de sociétés ont réussi à distribuer les tâches nécessaires à leur survie et au maintien de leur style de vie, de telle manière que tous leurs membres, ou presque, pouvaient apporter leur contribution. Et en tout cas que personne ne se retrouvait à passer l'essentiel de ses journées à faire quelque chose qui lui déplaisait, comme c'est le cas de nos jours. N'oublions pas que, si l'on considère la moyenne annuelle, même les serfs du Moyen-Âge étaient loin de faire les semaines de 40 heures. Mieux, confrontés au problème d'une abondance de temps libre, ces peuples n'avaient apparemment aucune difficulté à trouver des façons de se divertir ou de s'occuper. Je ne m'abaisserai pas à exposer ici les vues qui prévalent dans certains milieux selon lesquels la réduction du temps de travail va entraîner une recrudescence des crimes et des comportements malsains ou d'autres effets sociaux négatifs. Maintenant, on fait des trucs intelligents. À mes yeux, sur le plan moral, ces arguments s'apparentent aux justifications qui étaient probablement avancées pour s'opposer à l'affranchissement des esclaves. En fait, ceux qui soutiennent qu'il faut contraindre les gens à travailler 40 heures par semaine, des heures que ces derniers, s'ils avaient le choix, consacreraient à autre chose, sous peine de les voir se transformer en poivreaux, OTS, ou en criminels, pourrait aussi bien affirmer qu'il convient d'incarcérer l'ensemble de la population pour une durée équivalente en guise de détention préventive. Pour moi, c'est exactement la même chose. Nul ne doute que ces hommes du passé nous jugeraient tout aussi extravagants que Kijon Tishi jugeait les Indios. La répartition du travail telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a donc rien à voir avec de quelconque facteur économique, ni même avec la nature humaine. Elle répond exclusivement à des considérations politiques. Nous n'avions aucune raison de chercher à traduire en termes chiffrés la dimension de soin que comporte le travail, et nous n'avons aucune raison de continuer à le faire. Nous pourrions décider d'arrêter. Mais n'allons pas trop vite avant de lancer une campagne pour restaurer le travail et la façon dont on établit sa valeur. Il nous faut réexaminer de près les forces politiques en présence. Une nouvelle fois, l'opposition valeur-valeur S
nous offre un cadre de réflexion pertinent. Elle nous permet de comprendre que tout ce qui s'est passé se résume à un effort pour soumettre les secondes à la logique de la première. Avant la révolution industrielle, l'immense majorité de la population travaillait à son domicile. Ce n'est qu'à partir de 1750, voire 1800, qu'on a commencé à parler de société dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Un espace avec, d'un côté, les usines et les bureaux, les lieux de travail, et de l'autre, tout ce qui est maison, école, église, parc et autres équipements de loisirs, sans oublier bien sûr un centre commercial géant au milieu. Vu sous cet angle, le travail est le domaine de la production, tandis que le domicile est celui de la consommation, et cela va de soi des valeurs S, ce qui implique que les tâches qui y sont accomplies le sont dans une large mesure gratuitement. Maintenant, inversons la perspective. Si aux yeux des entreprises, la famille et l'école ne sont que des lieux de production et de formation d'une main-d'œuvre opérationnelle, d'un point de vue humain, cela paraît totalement insensé. Aussi absurde que de fabriquer des millions de robots pour qu'ils consomment les denrées que les humains ne peuvent plus se payer. Aussi aberrant que de dire aux pays africains, comme la Banque mondiale est connue pour l'avoir fait plusieurs fois, qu'ils doivent accentuer leurs efforts dans la lutte contre le sida, parce que la disparition complète de leur population aurait des effets négatifs sur l'économie. Avant la révolution industrielle, ainsi que l'a souligné Karl Marx, aucun penseur n'aurait songé à écrire un livre sur les moyens de créer le plus de richesses possible. En revanche, beaucoup ont écrit sur les conditions permettant de créer les meilleures personnes possibles. C'est-à-dire sur les modes d'organisation sociale le plus à même de produire le genre d'individus qu'on aimerait avoir comme amis, amants, voisins, parents ou concitoyens. Voilà les questions qui préoccupaient Aristote, Confucius ou M.B.N. Khaldun, et ce sont finalement les seules questions qui importent. Et oui, nous, tous êtres humains, nous nous construisons les uns les autres, c'est en cela que consiste la vie. Même les individualistes les plus radicaux n'accèdent au statut d'individu que grâce à l'attention et au soutien de leurs semblables. Et l'économie n'est rien d'autre qu'en fin de compte que la façon dont nous nous procurons les moyens matériels pour ce faire. Il y a plus simple. C'est pourquoi traditionnellement nous évoquons ce processus de création et de soins mutuels. 16. On pourrait l'appeler production humaine et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais ici l'expression sonne faux. En termes de valeurs, lesquelles sont précieuses justement parce qu'elles ne peuvent être réduites à des chiffres. Si tout ce qui précède est vrai, on voit bien comment, au cours du dernier demi-siècle au moins, la sphère de la valeur n'a cessé d'envahir davantage celle des valeurs, ce qui éclaire sous un jour nouveau les ébats politiques actuels. Désormais, dans la majorité des métropoles américaines, les plus gros employeurs sont les universités et les hôpitaux, parfois comme à New York, précédés des banques, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. En d'autres termes, l'économie de ces villes s'articule autour d'un vaste appareil assurant la production de l'entretien des êtres humains avec cette division toute cartésienne entre les institutions éducatives conçues pour former les esprits, former les esprits et les institutions médicales destinées à réparer les corps. Réparer les corps. Réparer quel corps en fait? Oui, on faudrait réparer les corps, mais les autres sont... Bref. Par le passé, les partis politiques de gauche représentent les ouvriers d'usine, ou du moins prétendaient le faire. Aujourd'hui, dominés par la classe des professions intellectuelles et cadres sup, celle qui justement est à la tête des institutions telles que les universités et les hôpitaux, ils ne cherchent même plus à le faire croire. La droite populiste, elle, conteste systématiquement l'autorité de ces institutions au nom de tout un ensemble de valeurs religieuses ou patriarcales. Elle remet en cause le pouvoir de l'école en rejetant les études sur le climat ou la théorie de l'évolution et celui du système médical en faisant campagne contre la contraception ou l'avortement. Parfois aussi, elle s'essaye à une chimérique retour à l'âge industriel à l'image de Trump. Elle livre une lutte sans merci, mais il faut être réaliste. La probabilité qu'elle parvienne un jour aux États-Unis à arracher le contrôle de l'appareil de production humaine à la gauche capitaliste est à peu près équivalente à celle de voir un parti socialiste prendre le pouvoir et nationaliser toutes les industries lourdes.
Pour l'heure, c'est l'impasse. La gauche de gouvernement garde la main sur la production des humains. La droite de gouvernement garde la main sur la production des biens. C'est dans ce contexte que s'inscrivent la financiarisation et la bullshitisation du secteur privé, en particulier dans le domaine des soins à la personne, avec des coûts sociaux toujours plus élevés et des travailleurs soumis à une pression croissante. Toutes les conditions semblent réunies pour voir éclater une révolte des classes aidantes. Comment expliquer qu'elle n'ait toujours pas eu lieu? Une raison évidente tient à la stratégie de la droite populiste et raciste consistant à diviser pour régner, c'est-à-dire à créer au sein des classes aidantes deux camps opposés. Et il y a un problème encore plus délicat. Sur de nombreuses questions, les deux camps sont supposés être du même bord politique. C'est là que les banques entrent en scène. Banques, universités et hôpitaux sont désormais imbriqués de manière extrêmement sournoise. La finance s'introduit partout, prêts automobiles, cartes de crédit et jusqu'à la santé et à l'éducation. Rappelons que la majorité des Américains qui font faillite s'endettent d'abord pour payer leurs frais médicaux et que c'est pour rembourser leurs prêts étudiants que tant de jeunes échouent dans des jobs à la con. Or, ce sont les partis dits de gauche, à commencer par le Parti démocrate de Clinton et le Parti travailliste de Blair, qu'on peut pas blairer, qui se sont engouffrés avec le plus de ferveur dans l'ère de la finance, ont reçu les plus grosses contributions du secteur financier et ont collaboré le plus étroitement avec ses lobbyistes pour introduire les réformes législatives qui ont rendu tout cela possible. 17. On peut toujours ergoter pour savoir qui a reçu le plus d'argent, de qui et dans quelles circonstances, mais le fait est que Bill Clinton a présidé à l'abrogation de Glass-Steagall Act, libéralisant ainsi la finance et ouvrant la voie à la crise de 2008-2009. Tony Blair, de son côté, est celui qui a introduit les frais de scolarité dans les universités britanniques. Des bouffons, quoi. Exactement au même moment, ces partis se sont sciemment débarrassés des derniers vestiges de leur base ouvrière pour devenir, comme Tom Frank l'a si brillamment montré, le repère des professions intellectuelles et des cadres sup, pas seulement les médecins ou les avocats, mais tous ces gestionnaires et administrateurs responsables de la bullshitisation des secteurs économiques fondés sur le soin. Frank, 2016. Si les infirmières voulaient protester contre le temps croissant qu'elles consacrent à des tâches administratives, il leur faudrait se soulever contre leurs propres leaders syndicaux qui entretiennent des liens solides avec le Parti démocrate clintonien. Or, celui-ci reçoit un soutien massif des directeurs d'hôpitaux, qui sont justement les personnes à l'origine de toute cette paperasse. Si les enseignants entendaient se révolter, ils devraient s'en prendre aux administrateurs scolaires, lesquels la plupart du temps sont représentés par les mêmes syndicats qu'eux. Et si tout ce petit monde s'avisait de se fâcher un peu trop fort, on lui répondrait qu'il n'a pas le choix. C'est soit les jobs à la con, soit la capitulation face aux barbares racistes de la droite populaire. Voyons. Je me suis moi-même souvent heurtée à ce dilemme. En 2006, mon soutien à des étudiants qui militaient en faveur de la syndicalisation des enseignants m'a fallu de me faire virer de Yale. À noter que, afin de se débarrasser de moi, le département d'anthropologie a dû obtenir une permission spéciale pour modifier les règles de reconduction des contrats. Au cours de la procédure des renvois, des responsables syndicaux ont envisagé de lancer une campagne pour me soutenir sur moveon.org et d'autres listes de diffusion de la gauche progressiste, afin de réaliser que les membres de la hiérarchie à l'origine de mon éviction étaient probablement actifs sur ces listes eux aussi. Des années plus tard, pendant Occupy Wall Street, que l'on peut regarder comme la première grande rébellion des classes aidantes, j'ai pu voir ces mêmes cadres sup progressistes à l'œuvre. D'abord, ils ont cherché à récupérer le mouvement au profit du Parti démocrate. Puis, ces tentatives ayant échoué, ils ont assisté passivement à la répression armée de ce soulèvement pacifique quand ils n'y ont pas activement collaboré.
Sur le revenu universel de base, exemple de mesures qui contribueraient à déconnecter le travail de la rémunération et à résoudre les dilemmes décrits dans cet ouvrage. En règle générale, je n'aime pas formuler des recommandations politiques dans mes livres. Mon expérience m'a montré que, quand un auteur dénonce un fait social existant, les critiques lui rétorquent. Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour changer ça? Après quoi, ils épluchent le texte jusqu'à trouver quelque chose qui s'apparente à une proposition politique et prétendent que c'est là le sujet central du bouquin. Si j'écris une réduction massive du temps de travail ou l'instauration du revenu universel de base ferait sans doute beaucoup pour remédier aux situations exposées ici, cela ne va pas manquer. On va considérer que mon livre traite de la réduction du temps de travail ou du revenu universel de base et que sa capacité à convaincre est proportionnelle à la faisabilité de ces politiques ou à leur facilité de mise en œuvre. Ce serait mensonger. Mon livre ne porte pas sur une solution spécifique. Il porte sur un problème dont la plupart des gens n'admettent pas l'existence. Il y a une autre raison qui me fait me tenir à l'écart des propositions politiques. Je me méfie de l'idée même de politique. Celle-ci suppose qu'une élite, en général un gouvernement, ait la faculté de décider d'une mesure qu'elle s'arrange ensuite pour imposer à tout le monde. Ouais, et après on parle que nous on impose. Quand nous évoquons ces questions, nous recourons souvent à un petit artifice mental. Un petit artifice mental. Par exemple, nous disons qu'allons-nous faire concernant le problème X, comme si nous étions la société à nous tout seuls, agissant de notre propre chef. En réalité, à moins de faire partie de cette catégorie de population, 3% à 5% tout au plus, dont les positions ont une réelle influence sur les décideurs, ce n'est qu'un faux semblant. Nous nous identifions avec nos dirigeants, mais c'est nous qui sommes dirigés. C'est comme quand nous sommes assis devant notre petit écran et que nous entendons un homme politique demander « Que devons-nous faire pour les moins bien lotis ?» Sachant que nous nous rangerions certainement nous-mêmes dans cette catégorie, en compagnie de la moitié au moins des téléspectateurs. Ces jeux me paraissent extrêmement pernicieux, car en qui me concerne, j'aimerais autant qu'il n'y ait pas d'élite politique du tout. Je suis anarchiste, ce qui veut dire que j'attends avec impatience le jour où les gouvernements, les entreprises et tout le reste nous apparaîtront comme des curiosités historiques, au même titre que l'Inquisition espagnole ou les conquêtes mongoles. Cela veut dire aussi que pour régler les problèmes du moment, ma préférence va toujours aux solutions qui laissent au peuple la possibilité de gérer ses propres affaires au lieu de donner plus de pouvoir aux politiques ou aux industriels. Voilà pourquoi, face à un problème social, mon réflexe est moins de m'imaginer au pouvoir et de réfléchir au type de solutions que j'imposerai d'en haut que de chercher quels sont les mouvements existants qui s'occupent de ce problème et créent leurs propres solutions. Or, à cet égard, la question des jobs à la con est particulièrement délicate. En effet, il n'y a pas de mouvement anti-job à la con. Faudrait. Pour commencer, leur prolifération ne constitue pas un problème aux yeux de la majorité des gens. Mais même si c'était le cas, la difficulté demeurerait. Comment organiser un mouvement consacré à ce problème? Quelle initiative pourrait-il proposer au niveau local? On peut concevoir que ces syndicats ou d'autres associations de travailleurs lancent des actions de protestation contre les tâches à la con ou sur des lieux de travail précis ou même à l'échelle d'un secteur d'activité. Mais tout porte à croire que leur mot d'ordre serait alors la débauchétisation. Du travail réel, certainement pas le licenciement des salariés superflus. Quant à une campagne, à quoi elle pourrait ressembler? Raccourcir la semaine de travail en faisant le pari que les choses s'arrangeront mécaniquement? Cet espoir paraît vain. Même en supposant qu'on parvienne à instaurer la semaine de 15 heures, il est fort peu probable que cela se traduise spontanément par l'abandon des jobs et des branches qui ne servent à rien. Et si l'on décide de créer une nouvelle bureaucratie d'État chargée d'évaluer l'utilité de chaque emploi, elle se transformera inévitablement en une immense usine à gaz, elle-même génératrice de jobs à la con. Des programmes d'emploi garantis conduiraient au même résultat. Ce sont
Ces programmes dans lesquels l'État se pose en employeur en dernier ressort pour assurer le plein emploi NDT. Page 411. En définitive, parmi les solutions actuellement défendues par les mouvements sociaux et qui permettraient de réduire le gouvernement au lieu de le rendre encore plus omnipotent et plus intrusif, je n'en ai trouvé qu'une seule, le revenu universel de base. Le tout dernier témoignage cité dans cet ouvrage prendra la forme d'une conversation croisée avec mon amie militante, Leslie, et l'une de ses camarades de lutte, Candy, avec un I. Leslie travaille comme conseillère en prestations sociales au Royaume-Uni et elle s'est assignée une mission politique, faire en sorte que son job à la con devienne totalement inutile. Elle est employée par une association indépendante qui se propose d'accompagner les citoyens dans l'inextricable parcours du combattant, imaginé par les gouvernements successifs pour compliquer autant que possible l'accès des chômeurs ou des personnes en difficulté aux aides auxquelles ils ont prétendument droit. Voilà, voici ce que m'a écrit Leslie. Leslie, le boulot que je fais ne devrait pas exister. Malheureusement, il est rendu nécessaire par tout le chapelet de job à la con, créé pour empêcher les gens qui ont besoin d'argent de le toucher. N'importe. Comme si la démarche d'aller demander des allocations, quelles qu'elles soient, n'était pas déjà suffisamment kafkaïenne, intrusive et humiliante, il faut en plus qu'elles inventent une procédure super compliquée. Du coup, la plupart des personnes éligibles ont besoin d'aide ne serait-ce que pour piger les questions posées et comprendre quels sont leurs droits. Ces aberrations, auxquelles on aboutit quand on tente de transposer en langage informatique des actions qui relèvent de la prise en charge de l'humain, et a fortiori, quand les ordinateurs sont spécifiquement programmés pour limiter au maximum cette prise en charge, Leslie les connaît bien. Cela fait des années qu'elle doit se collecter avec eux. Colleter avec eux. Elle se retrouve dans une position assez semblable à celle de Tania qui, au chapitre 2, nous racontait comment elle passait des heures à réécrire les CV des candidats intéressants et en leur indiquant les mots-clés à y faire figurer pour éviter d'être rejetés par l'ordinateur. Leslie. Aujourd'hui, il y a tout un lexique particulier pour les dossiers de demande. J'appelle ça un catéchisme, un ensemble de mots précis à utiliser sous peine de se faire blackbouler. Blackbouler. Les seules personnes à les connaître sont celles qui, comme moi, ont reçu une formation et ont les manuels sous la main. D'ailleurs, ce n'est même pas suffisant pour franchir les barrières. Dans le cas des pensions d'invalidité, par exemple, beaucoup de demandeurs doivent se battre jusqu'au tribunal pour voir reconnaître leurs droits. C'est vrai que j'ai un petit frisson chaque fois qu'on obtient gain de cause dans un dossier, mais ce n'est rien à côté de la colère que j'éprouve quand je me rends compte du colossal gaspillage de temps que cela représente pour tout le monde. Le récurrent, moi-même, les gens du DWP, Department for Work and Pensions, DWP, qui traitent la demande, les juges des tribunaux, les experts appointés par les deux parties. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas tous mieux à faire quelque chose de plus constructif? Je sais pas, moi, installer des panneaux solaires ou cultiver son jardin. Souvent aussi, je pense à ceux qui ont pondu toutes ces règles. Combien ont-ils été payés pour le faire? Combien de temps ça leur a pris? Combien de personnes mobilisées? Eux étaient sans doute convaincus d'œuvrer pour une bonne cause en garantissant que les allocations n'iraient pas à des personnes qui n'y ont pas droit. Crochet, 3 petits points. Des fois, je m'imagine que des extraterrestres débarquent sur la Terre et se tapent sur une grosse barre de rire en voyant les humains fabriquer des lois qui visent à priver leurs semblables de simples jetons, des jetons symboliques d'un concept de leur propre invention, l'argent, et qui donc par définition existe en abondance. Qu'est-ce qu'on est con? Pas moi. Naturellement parce qu'elle est quelqu'un de généreux qui cherche à faire le bien. Leslie ne doit compter que sur un salaire très modeste quant à l'argent nécessaire au fonctionnement de son service. Il lui faut l'obtenir en s'efforçant de satisfaire une ribambelle de gratte-papier arrogants. Leslie, cerise sur le gâteau, nos financements proviennent de fondations caricatives, ce qui implique un autre cortège de jobs à la con, commençant par ma pomme chargée
de constituer les dossiers de demande et allant jusqu'au directeur de ces organisations qui clament haut et fort qu'ils luttent contre la pauvreté et créent un monde meilleur. En ce qui me concerne, cela signifie d'ailleurs d'abord des heures passées à identifier les sources de financement appropriées, à examiner les conditions d'éligibilité, à tenter de trouver la meilleure façon d'approcher ces institutions, à brasser de la paperasse, à donner des coups de fil. Ensuite, si ça marche, je devrais tous les mois compiler des chiffres et remplir des formulaires de suivi. Chaque fondation a ses propres principes, ses propres statistiques. Réclame sa propre liste de preuves que nous responsabilisons les bénéficiaires, que nous sommes des acteurs de changement et d'innovation, bla bla bla. Alors que notre boulot se résume à jongler avec des réglementations et des éléments de langage pour aider les gens à remplir leurs dossiers et leur permettre simplement de vivre leur vie. Ah, mais il y a plus simple. Hein. Comme me l'a appris Leslie, les études ont montré que dans tout système d'allocation reposant sur des conditions de ressources, quelle que soit sa forme, au moins 20% des personnes qui seraient éligibles renoncent à déposer une demande. Il ne fait guère de doute que ce pourcentage est supérieur, et de loin, à celui des fraudes que ces innombrables réglementations sont censées détecter. En effet, même en comptant les personnes qui se trompent en toute bonne foi, les déclarations frauduleuses ne représentent que 1,6% du total. À noter que le chiffre de 20% reste valable, même si l'on se place dans l'hypothèse d'un système où tous les dossiers seraient acceptés. Une hypothèse purement fictive, évidemment. En réalité, les normes sont destinées à maximiser le nombre de refus, ou en tout cas à l'accroître, autant qu'il paraîtra raisonnable de le faire. C'est ainsi qu'aujourd'hui au Royaume-Uni, entre les sanctions et l'application tatillonne des règles, 60% des personnes qui auraient droit à des indemnités de chômage n'en bénéficient pas. Pour le dire autrement, tous les maillons de la longue chaîne décrite par Leslie, les bureaucrates qui rédigent les lois, les tribunaux qui les font respecter, le DWP, les militants qui assistent les demandeurs, les salariés des organismes subventionnant les associations qui emploient ces militants, font partie d'un seul et même gigantesque appareil dont la mission est d'entretenir cette fable familière. Les gens sont des feignants qui, s'ils avaient le choix, n'en ficheraient pas une rame. Et son corollaire, même si elle a le devoir de leur procurer un minimum de ressources pour leur éviter de mourir de faim, oh, trop gentil, la société doit s'appliquer à rendre le processus aussi incompréhensible, chronophage et humiliant que possible. Liberté, égalité, fraternité, and justice for all. Au fond, le job de Leslie est une sorte d'hybride monstrueux. Mi-cocheuse de cases, mi-rafistoleuse, elle est là pour corriger les dysfonctionnements d'un système d'assistance qui a été délibérément conçu pour ne pas fonctionner. Des milliers de personnes travaillent ainsi dans des beaux bureaux, climatisés et reçoivent de confortables salaires pour s'assurer que les pauvres continuent de vivre dans la honte. Quelle valeur. Leslie est mieux placée que quiconque pour s'en rendre compte, car elle-même, en tant que mère célibataire, a touché des allocations pendant plusieurs années. Elle sait parfaitement à quoi ça ressemble d'être de l'autre côté. La solution qu'elle préconise est simple. Mettre à bas tout le système. C'est pour cela qu'elle milite en faveur du revenu universel de base, une mesure qui consisterait à remplacer l'ensemble des prestataires sociaux soumises à condition de ressources par une somme fixée versée à tous les résidents du pays sans distinction. Candy, avec un I, est une de ses camarades de lutte. Elle aussi a occupé un job absurde au cœur même du système, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Son intérêt pour toutes ces questions remonte aux années 80. Lorsque fraîchement installée à Londres, elle s'est engagée dans le mouvement international pour un salaire au travail ménager. Candy. J'ai commencé à défendre le salaire au travail ménager parce que je me suis aperçue que c'était ce dont ma mère aurait eu besoin. Elle était coincée dans un mariage raté et elle aurait quitté mon père bien plus tôt si elle avait eu de l'argent à elle. Pour toutes les personnes prisonnières d'une relation violente ou simplement ennuyeuse, c'est fondamental de pouvoir s'en libérer sans connaître des difficultés financières.
Avant de déménager à Londres, j'avais participé à divers mouvements féministes aux États-Unis. L'un de mes souvenirs fondateurs, c'est le jour où ma mère m'a emmenée avec elle dans ce qu'on appelait un groupe d'éveil des consciences, dans l'Ohio. J'avais 9 ans. Toutes ensemble, on a arraché les pages du Nouveau Testament dans lesquelles saint Paul décrit les femmes comme des terribles créatures et on en a fait un tas. Comme j'étais la plus jeune, on m'a demandé d'y mettre le feu. Je me souviens que je n'osais pas parce qu'on m'avait appris qu'il ne fallait pas jouer avec des allumettes. David, finalement tu l'as fait? Candy, oui, ma mère m'a dit que j'avais le droit et je l'ai fait. Peu de temps après, elle a trouvé un job décemment payé et immédiatement, elle a quitté mon père. Alléluia. Merde. Pour moi, ce fut en quelque sorte la preuve ultime. C'était bien l'argent qui l'en avait empêché jusque-là. Au moment où Candy est arrivé en Grande-Bretagne, le mouvement pour un salaire au travail ménager était considéré par la plupart des féministes comme un groupe marginal un peu gênant, voire franchement dangereux. Pour elle, au contraire, il offrait une alternative au débat stérile entre progressistes et radicales, parce qu'il proposait une vraie analyse économique des problèmes que rencontraient les femmes. C'était l'époque où l'on commençait à entendre parler de la machine à travailler mondiale, le système planétaire du salariat, conçu pour mettre au turban un nombre croissant d'individus en leur demandant de plus en plus d'efforts. Les critiques féministes, elles, dénonçaient le fait que ce système prétende définir ce que l'on devait considérer comme du vrai travail, en gros tout ce qui pouvait être traduit en termes de temps, donc acheté et vendu. L'essentiel du travail accompli par les femmes n'entrait pas cette catégorie, alors même que, comme elle le soulignait en son absence, la machine qui lui refusait le label de vrai travail s'enrayerait sur le champ. Les actions de ce mouvement visaient avant tout à dénoncer le coup de bluff du capitalisme. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on exécute un travail, y compris quand on bosse en usine. Mais si vous tenez à dire que le travail n'a de valeur qu'en tant que marchandise, au moins, soyez cohérents. Rémunérer les femmes à la même hauteur que les hommes reviendrait instantanément à placer entre leurs mains, une part phénoménale de la richesse mondiale. Or, tout le monde sait que la richesse, c'est le pouvoir. J'ai poursuivi ma discussion avec Candy et Leslie. David. Est-ce qu'au sein du mouvement pour le salaire au travail ménager, il était beaucoup question des implications politiques, je veux dire, des mécanismes concrets qui permettraient de verser ce salaire? Candy. Non, c'était bien plus une perspective générale. Il s'agissait de braquer les projecteurs sur tout ce travail non rémunéré dont personne n'était censé parler. De ce point de vue, ça a vraiment été un succès alors que le problème était totalement absent et des débats. Dans les années 60, il est devenu un sujet de discussion majeur dans les années 70 et aujourd'hui on considère qu'il est normal de prendre en compte cet aspect quand on établit une convention de divorce, par exemple. David. Donc la revendication d'un salaire, c'est surtout une provocation. Candy. Bien plus en tout cas qu'un véritable plan de bataille du genre. Voilà comment on va faire concrètement. Cela dit, on a évoqué la question de savoir d'où viendrait l'argent. Au début, l'idée était de le prélever sur le capital. Et puis, dans les années 80, Wilmette Brown a publié son livre Black Women and the Peace Movement, Brown 1983. Elle y montrait comment la guerre et l'économie qui la soutient affectent profondément les femmes, en particulier les femmes noires. Alors, le slogan est devenu « Donnez l'argent aux femmes, pas aux soldats ». D'ailleurs, on l'entend encore sous la forme « Payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent ». Exactement. À part ça, on n'a jamais réfléchi au mécanisme en détail. David, attendez, payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent. C'est le slogan de qui? Leslie, de la Grève internationale des femmes. C'est le mouvement qui a pris la suite du salaire au travail ménager. En 2013, on a publié le premier plaidoyer en faveur du revenu universel de base RUB européen. 2 mois plus tard, la Grève internationale des femmes a réagi en diffusant une pétition qui demandait plutôt un salaire pour les aidants. Personnellement, cette idée ne me pose pas de problème à condition de reconnaître que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des aidants. Ceux qui ne veillent pas sur quelqu'un d'autre veillent au moins sur eux-mêmes, où cela demande un temps et une énergie que le système n'est plus disposé à nous accorder.
Ils s'en foutent de nous. Du coup, admettre cela revenait à plaider pour un rube. Puisque nous sommes tous des aidants, versons une somme à chacun et laissons-le décider lui-même de qui lui souhaite prendre soin quand il entend. C'est pour des raisons similaires que Candy avait rejoint le mouvement du RUB. Avec certains camarades du salaire au travail ménager, elle commençait à se dire « Bon, c'est bien joli tout ça, hein, mais si vous voulez mettre en œuvre un programme concret, il ressemblerait à quoi ?» Candy. Quand on distribuait des tracts dans la rue pour le salaire au travail ménager, on observait deux types de réactions chez les femmes qu'on abordait. Soit « Génial, comment je peux m'inscrire ?» Soit « Vous osez réclamer de l'argent pour des choses que je fais par amour ?» C'était compréhensible en fait. Ces femmes s'opposaient à l'idée de marchandiser toute activité humaine, et c'est précisément ce qu'impliquait le salaire au travail ménager. Quand je lui ai exposé mon analyse de la nature inquantifiable de soins, Candy m'a renvoyé à l'un de ses auteurs fétiches, le penseur socialiste français André Gorz, qui a développé des arguments similaires il y a plus de 40 ans. Car Candy Gorz trouvait que le salaire au travail ménager valorisait la dimension de soins présente dans l'économie mondiale en termes exclusivement financiers. À ses yeux, le risque était qu'on en vienne à attribuer à diverses formes de soins une valeur en dollars, en décrétant que c'était leur valeur réelle. Or, quand on monétise et quantifie ainsi une part croissante du soin, cela revient un peu à le bousiller. La monétisation tend souvent à diminuer la qualité du soin, en particulier si elle prend la forme, comme c'est généralement le cas, des listes des tâches précises auxquelles sont alloués les temps limités. Gorz a écrit ça dans les années 70 et c'est exactement ce qui s'est passé, y compris dans l'enseignement ou les soins médicaux. Voici les mots exacts de Gorz. Crochet, 3 petits points. La recherche de la productivité conduirait à standardiser et à industrialiser les activités en question, notamment l'alimentation, les soins, l'élevage et l'éducation des enfants. La dernière enclave d'autonomie individuelle ou communautaire serait ainsi supprimée. La socialisation, la marchandisation et la programmation s'étendraient au dernier. Reste de vie autodéterminé, autogéré. L'industrialisation au moyen de programmes informatiques consommables à domicile, des soins et de l'hygiène physique et psychique, de l'éducation des enfants, de la cuisine, des techniques sexuelles, etc. Pour rationalité, la rentabilisation capitaliste des activités encore laissées à la fantaisie de chacun. Gorz, 1980, page 118-119. La date de publication de ce livre en français le rend véritablement prophétique. Gorz aborde le plus spécifiquement son engagement en faveur du salaire pour le travail ménager dans Métamorphose du travail, 1988. Leslie, sans parler de ce que je fais. David, mon expression c'est bullshitisation. Quand ici c'est absolument, tout a été bullshitisé. Leslie, le revenu universel de base à l'inverse, il me semble avoir récemment lu ou entendu Silva Fidelity expliquer que dans les années 70, les Nations Unies, imitées par un tas d'autres institutions mondiales, se sont en quelque sorte raccrochées au féminisme comme moyen de résoudre la crise du capitalisme. Le raisonnement était « mais oui, intégrons les femmes et les aidants dans la main-d'œuvre rémunérée ». Sachant qu'au sein de la classe ouvrière, beaucoup de femmes faisaient déjà des évolutions à la fond des doubles journées, page 420, des doubles journées. Le problème, c'est que c'était moins une manière de donner plus de pouvoir aux femmes que de discipliner les hommes. Il ne faut pas se leurrer. Le rapprochement des rémunérations qu'on observe depuis cette époque s'explique bien davantage par une baisse des salaires ouvriers masculins en termes réels que par une hausse des salaires féminins. Ils essayent toujours de nous monter les uns contre les autres. Et c'est vers ça qu'on va aussi avec toutes les méthodes visant à déterminer la valeur relative des divers types de travail. Voilà pourquoi l'étude pilote menée en Inde sur le revenu de base est si enthousiasmant. Voir les détails dans Sarat Davala et al. 2015. Déjà, on observe une diminution considérable des violences conjugales. C'est logique, car je crois qu'il a été démontré que 80% peut être des disputes domestiques dégénérant en violence concernant des questions d'argent. No comment.
Mais le plus important, c'est que cela commence à éroder les inégalités sociales. Verser à chacun une somme identique, c'est un point de départ fondamental compte tenu du pouvoir symbolique de l'argent. Quand vous donnez exactement le même montant à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, caste inférieure et caste supérieure, ces différences s'estompent petit à petit. Par exemple, dans l'expérience indienne, on a pu voir que les filles commençaient à recevoir la même quantité de nourriture que les garçons. Ce n'était pas le cas auparavant, que les handicapés étaient mieux intégrés dans les activités du village, que les jeunes femmes abandonnaient l'attitude modeste et réservée qui leur avait été imposée par les conventions sociales et osaient désormais se promener dans la rue comme les hommes. Elles se mettaient à participer à la vie publique. Ce que cela nous apprend, c'est qu'un système de revenus universel de base doit allouer à chacun un montant suffisant pour permettre de vivre décemment. Il y a plus simple. Toujours compliqué. Et surtout, il doit être totalement inconditionnel. Tout le monde doit y avoir droit, même ceux qui n'en ont pas besoin. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est une manière d'affirmer que lorsqu'on en va qu'il en fait des fondamentaux de l'existence, tout le monde mérite la même chose, sans condition. Birthright. De cette façon, on instaure un droit humain, et non pas une aumône ou un simple rafistolage, quand d'autres sources de revenus font défaut. Si certaines personnes ont des besoins supplémentaires, par exemple les handicapés, alors on s'en occupe aussi à part, mais seulement après avoir établi le droit de chacun à la subsistance matérielle. On donne directement et puis c'est tout. Voilà sans doute l'élément qui étonne et déroute le plus à propos du revenu de base. Attendez, vous n'allez quand même pas filer 25 000 $ par an, ou quelle que soit la somme, au Rockefeller aussi. Eh bien si, tout le monde c'est tout le monde, et en même temps, ce n'est pas comme si ce montant risquait d'être énorme. Hein. Le nombre de milliardaires sur la planète n'est pas si élevé. En outre, les riches pourraient être imposés plus lourdement. Et puis, n'oublions pas qu'un système sous condition de ressources, même s'il fonctionnait à l'inverse de celui d'aujourd'hui, puisqu'il viserait à exclure les milliardaires, supposerait une bureaucratie dédiée. Or, l'histoire nous a appris que ce type d'administration a toujours une fâcheuse tendance à l'embonpoint. Au bout du compte, la proposition centrale du revenu de base, c'est de déconnecter les moyens de subsistance du travail. Une conséquence immédiate pour les pays qui l'instaureraient serait un recul massif des procédures bureaucratiques. En effet, le cas de Nestlé montre bien qu'une part démesurée de la machinerie gouvernementale, de même que tout le halo d'associations qui l'entoure dans la plupart des sociétés riches, évoluant à la frontière entre le privé et le public, ne sert qu'à maintenir les pauvres dans leur situation humiliante. Vive l'unité, vive la paix. Hein. En ce petit jeu au coût moral exorbitant soutient une machine à travailler mondiale largement inutile. Candy. Un exemple, il y a peu, je me suis dit que j'aimerais bien devenir famille d'accueil pour un enfant. Je suis allée regarder les conditions et les avantages associés. C'est pas mal du tout. On vous donne un appartement en HLM, plus de 250 livres par semaine pour tous les frais. Brusquement, j'ai réalisé un truc, ça fait 13 000 livres par an, pour un appartement, pour un seul gamin. À tous les coups, ce sont des ressources dont ses parents ne disposent pas. Mais si on les leur avait donné à eux, directement, cela leur aurait peut-être évité quantité d'autres problèmes et le gosse n'aurait jamais eu à être placé en famille d'accueil. Naturellement, tout cela ne tient même pas compte des autres coûts, les salaires des fonctionnaires qui organisent et supervisent le placement, l'immeuble où ils travaillent et l'entretien des bureaux, les divers organismes qui les chapeautent et contrôlent leurs faits et gestes, l'immeuble et l'entretien des bureaux où ceux-là travaillent, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre ici sur la modalité concrète de mise en œuvre du revenu de base. Pour un système récent, pour une synthèse récente et complète des débats sur le sujet, voir Standing 2017. Si beaucoup de gens doutent de sa faisabilité, mais où allez-vous trouver l'argent? Mais ça se fabrique, de con. Mais parce que tout ce qu'on nous a appris sur la nature de la monnaie, la façon dont on les produit, l'objectif réel de l'impôt et quantité d'autres questions qui dépassent largement l'objet de cet ouvrage est fondamentalement faux. Pour
compliquer encore les choses, des visions radicalement opposées du revenu universel coexistent. La version conservatrice considère que le versement à tous d'un salaire modeste justifierait l'abolition pure et simple de certaines garanties de l'État-providence, telles que l'école gratuite ou les couvertures santé, ce qui reviendrait à soumettre l'ensemble des activités humaines à la loi du marché. La version d'extrême gauche, celle que défendent Leslie et Candy, suppose au contraire le maintien de protection inconditionnelle existante, comme un organisme public chargé de la santé à l'image du British National Health Service. En fait, ces protections devraient même être étendues. À noter aussi que le revenu universel de base ne pourrait pas réellement fonctionner dans une économie où la majorité des logements sont occupés en location. En effet, il suffirait aux propriétaires de doubler le loyer pour accroître le revenu. À tous les moins, il faudrait instaurer des contrôles. L'une voit dans le revenu de base un moyen de restreindre la zone de conditionnalité, l'autre un moyen de l'élargir. En dépit de mes positions résolument anti-étatiques, je pourrais soutenir une solution inspirée de la seconde version. Je l'ai dit, en tant qu'anarchiste, je souhaite le démantèlement total des États, et en attendant, je n'encourage aucune politique susceptible de leur conférer plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà, pareil. Mais, si étrange que cela puisse paraître, c'est précisément pour cette raison que je suis favorable au revenu de base. Bien plus simple. À première vue, le revenu de base semble impliquer un accroissement du pouvoir de l'État, puisque selon toute probabilité, c'est le gouvernement qui créerait et distribuerait l'argent, ou en tout cas une instance semi-étatique comme une banque centrale. En réalité, c'est exactement l'inverse. Des portions entières du gouvernement, précisément, les services les plus intrusifs et les plus ignobles, ceux qui se spécialisent dans la surveillance morale des citoyens ordinaires, perdraient instantanément leur raison d'être et fermeraient leurs portes. C'est notamment pour cette raison que des programmes agrémentés d'une conditionnalité ou des programmes d'emploi garantis ne constituent en rien des versions améliorées du revenu universel de base. L'élément central du RUB, c'est son inconditionnalité. C'est elle qui permet de réduire drastiquement l'intrusion gouvernementale dans la vie des citoyens. Ces versions supposément modifiées ou améliorées n'auraient pas effet, voire auraient l'effet inverse. C'est vrai. Des millions de petits agents publics tels que les conseillers en prestations sociales verraient leur job disparaître. Mais ils recevraient un revenu de base, comme tout le monde, et peut-être que certains se trouveraient une occupation réellement importante, qu'il s'agisse d'installer des panneaux solaires pour reprendre la suggestion de Leslie ou de découvrir un remède contre le cancer. Et même, c'est pas compliqué ça, hein, et même si décidaient plutôt de monter un groupe de percussion sur bidon, d'essayer de battre le record d'activité sexuelle à un âge avancé, de se lancer dans la restauration de meubles anciens, la spéléologie, la traduction des hiéroglyphes mayas, ou que sais-je encore, ce ne serait pas plus grave que cela. Laissons-les faire ce qui leur chante. Qu'ils ne le sont aujourd'hui à sanctionner les chômeurs arrivés en retard au séminaire rédaction d'un CV ou à s'assurer que les sans-abri présentent bien 3 preuves d'identité différentes. Et leur bonheur retrouvé rejaillira sur tout le monde autour d'eux. L'instauration du revenu de base, même à un niveau modeste, pourrait être une première étape de la rupture la plus profonde de toutes. Celle qui consistera à désolidariser totalement le travail de la subsistance. On l'a fait au chapitre précédent. Payer tout le monde pareil, indépendamment du travail fourni, est parfaitement défendable d'un point de vue moral. Et il y a plus simple. Mais les arguments que nous développions alors supposaient toujours que les salaires étaient versés en échange d'un travail. On a s'assurer que les gens travaillent effectivement, même sans soucier de leur ardeur ou de leur productivité. Cela exige un contrôle bureaucratique sous une forme ou une autre. Un programme intégral de revenus de base éliminerait la contrainte du travail en offrant à tous un niveau de vie décent. Ensuite, chacun serait libre de décider s'il préfère accroître sa richesse par le biais d'un emploi rémunéré ou d'une activité de vente, ou faire autre chose de son temps.
Un tel programme pourrait également offrir la voie à d'autres modalités de distribution des biens, plus performantes. Au fond, l'argent ne se distingue guère des tickets de rationnement, et dans un monde idéal, on souhaiterait sans doute se rationner le moins possible. Évidemment, tout cela repose sur une supposition. Les gens se mettraient au travail, ou en tout cas chercheraient à se rendre utiles, sans qu'il soit besoin de les y forcer. Comme on l'a longuement démontré ici, c'est une supposition on ne peut plus raisonnable. Dans leur immense majorité, les êtres humains, s'ils ont le choix, aiment autant faire autre chose que passer leur journée devant la télé. Bah oui. Et la petite poignée de vrais parasites qui subsistera ne représentera pas un fardeau si terrible, puisque la quantité de travail à abattre pour assurer le confort et la sécurité de la population n'est finalement pas si considérable. Les workaholics compulsifs qui ne peuvent s'empêcher de faire plus que le nécessaire compenseront largement l'inactivité de ces quelques feignasses. Certes, en éthique, le problème du passage clandestin est regardé comme une question de justice sociale fondamentale qui l'emporte sur les considérations de justice humaine. La conclusion générale est qu'il est légitime d'instaurer le système de surveillance et de coercition pour garantir que pas un seul citoyen ne vive du travail des autres. Sauf s'il est riche, là on ne sait pas pourquoi ça passe. Ma position personnelle est celle de socialiste libertaire, quand bien même ce serait le cas, où est le problème? Enfin, le concept d'assistance universelle inconditionnelle peut aider à résoudre deux problèmes qui n'ont cessé de surgir tout au long de ces pages. Le premier est celui de la dynamique sadomasochiste qui s'installe dans n'importe quelle relation de travail hiérarchisée et qui s'accentue encore quand tout le monde est conscient de faire un boulot inutile. C'est une source de souffrance permanente pour des millions de travailleurs. Rappelez-vous le concept de ce sadomasochisme au quotidien de Lynn Chancellor. Alors que le jeu BDSM de la vraie vie comporte un mot magique par lequel il est possible d'y mettre fin, les gens normaux, prisonniers de cette dynamique, eux, n'ont jamais d'issue aussi simple à leur portée. On ne peut pas dire orange à son boss. À mes yeux, cette analyse fondamentale pourrait être la base d'une théorie de la libération sociale. J'aime à imaginer que c'est la direction que prenait le philosophe français Michel Foucault avant sa mort tragique en 1984. Je n'ai jamais rencontré Foucault, mais les personnes qui l'ont bien connu ont dit avoir été témoins d'une transformation remarquable de sa personnalité à la suite de sa découverte de la culture BDSM. Lui qui est passé pour quelqu'un d'assez méfiant et froid est subitement devenu beaucoup plus chaleureux, ouvert et affable. Cette évolution s'est aussi traduite sur le plan des idées, mais il n'a malheureusement pas eu le temps de la mener à son terme. Foucault est surtout célèbre pour sa théorie du pouvoir. Ce dernier qu'il a un jour défini comme le simple fait d'agir sur les actions des autres. D'aucuns affirment que Foucault n'annule par défini réellement le pouvoir, et il est vrai qu'il est souvent resté assez évasif sur le sujet. Cependant, il lui est arrivé de le décrire comme un ensemble d'actions sur d'autres actions, son exercice étant le fait d'agir sur les actions des autres. Foucault, 1994, page 237. À ce titre, sa proximité avec la traduction de Talcott Parsons est tout à fait surprenante. Irriguer selon lui l'ensemble des rapports humains, au point de constituer la substance même du caractère social de l'homme. D'où ce paradoxe étrange. Alors que tous ses écrits semblaient souligner son positionnement foncièrement anti-autoritariste, sa définition même du pouvoir suggérait que la vie sociale serait impossible en son absence. À la fin de sa carrière, il a paru pouvoir tenter de résoudre ce dilemme en introduisant une distinction entre pouvoir et domination. Le premier, affirmait-il, se résume à des jeux stratégiques. Tout le monde met en œuvre des jeux de pouvoir en permanence. Non seulement on ne peut guère s'en empêcher, mais il n'y a rien de répréhensible à cela. C'est ce qu'il explique dans cette toute dernière interview. Le pouvoir n'est pas le mal. Le pouvoir, c'est des jeux stratégiques. On sait bien que le pouvoir n'est pas le mal. Prenez par exemple les relations sexuelles ou amoureuses.
Exercer du pouvoir sur l'autre dans une espèce de jeu stratégique ouvert, où les choses pourront se renverser, ce n'est pas le mal. Cela fait partie de l'amour, de la passion, du plaisir sexuel. Crochet 3 petits points. Il me semble qu'il faut distinguer les relations de pouvoir comme jeu stratégique entre des libertés, jeux stratégiques qui font que les uns essayent de déterminer la conduite des autres. Crochet 3 petits points. Et les états de domination qui sont ceux qu'on appelle d'ordinaire le pouvoir. Foucault 2001, page 1546 à 1547. Foucault n'est pas extrêmement clair sur ce qui permet de distinguer ces deux catégories, si ce n'est que dans le cas de la domination, les choses ne sont pas ouvertes et ne peuvent être renversées, c'est-à-dire que des relations de pouvoir normalement fluides deviennent rigides et figées. Il prend l'exemple de la manipulation réciproque du professeur et de l'élève, relation du pouvoir bien, opposée à la situation d'un étudiant soumis à l'arbitraire d'un professeur autoritaire, relation de domination égale mal. Il me semble qu'ici, Foucault tourne autour de quelque chose sans jamais vraiment mettre le doigt dessus. Et je crois qu'il s'agit d'une théorie de la libération sociale fondée sur le mot magique, car c'est bien cela la solution évidente. Le problème n'est pas que certains jeux soient truqués. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, aiment les jeux truqués. Le problème, c'est quand vous ne pouvez pas en sortir. La question devient donc comment trouver un équivalent de la possibilité de dire orange à son boss, ou à un bureaucrate imbuvable, un directeur pédagogique odieux, un petit ami violent. Comment faire en sorte de ne créer que des jeux auxquels nous avons vraiment envie de participer, parce que nous savons que nous pouvons en sortir à tout moment. Dans la sphère économique, la réponse à cette question tombe sous le sens. Le sadisme gratuit des relations de travail est tout entier fondé sur le fait qu'une des parties ne peut sortir du jeu. Par la démission, sans en subir les conséquences financières, la patronne d'Annie se garderait bien de la convoquer dans son bureau pour la énième fois au sujet d'un problème réglé depuis des mois, si elle savait que celle-ci pouvait se barrer en claquant la porte. Écœurée, tout en ayant l'assurance de conserver son revenu inchangé. En ce sens, le revenu de base donnerait bien aux travailleurs le pouvoir de dire orange à leur boss. Nous touchons là à notre second thème. Dans un monde de revenus garantis, non seulement la supérieure d'Annie devrait commencer à la traiter avec un minimum de respect, mais on voit mal en fait comment des jobs aussi débiles que celui d'Annie pourraient subsister. On peut imaginer que quelqu'un, même sans être contraint de travailler pour survivre, et ensuite embrasser une carrière d'assistant dentaire ou de fabricant de jouets, ou d'ouvreur de cinéma, ou de capitaine de remorqueur, ou de contrôleur d'assainissement, voire pourquoi pas tout cela à la fois. Que cette même personne, libérée de toute contrainte financière, choisisse délibérément de passer ses journées à surligner des formulaires dans une boîte de gestion des frais médicaux, qui plus est, dans un service où les employés ont interdiction de se parler. C'est quasiment inconcevable. Dans ce nouveau monde, Annie n'aurait aucune raison de quitter son job d'institutrice en maternelle, sauf si elle décidait que cela ne l'intéresse plus. Et les entreprises de gestion des frais médicaux, en admettant qu'elles existent toujours, seraient obligées de se débrouiller autrement pour faire surligner leurs formulaires. Cela dit, il est peu probable que de telles compagnies fassent long feu dans un régime de revenus universel de base. Le besoin qu'on en a, si tant est qu'on puisse parler de besoin, tient uniquement à la nature kafkaïenne de cet étrange système de santé américain qu'une écrasante majorité de la population juge stupide et injuste et voudrait voir remplacé par des assurances ou des fournisseurs des soins publics. Si l'on en croit les explications d'Obama, cela ne s'est pas encore produit précisément parce que l'inefficacité de ce système permet de créer des jobs comme celui d'Annie. Au moins grâce au revenu universel de base, des millions de personnes conscientes de cette aberration auront davantage de temps pour militer et tenter de faire bouger les choses. Puisqu'elles ne passeront plus 8 heures par jour à surligner des formulaires ou à se démener pour trouver un moyen de payer leurs factures, si elles ont préféré choisir une carrière qui donne un sens à leur vie. Comme l'avait bien noté Orwell,
Une population occupée à travailler, même à des tâches complètement inutiles, n'a guère de temps pour quoi que ce soit d'autre. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que cet aspect de la situation arrange fort ceux qui, à l'image d'Obama, défendent le maintien des jobs à la con. Au minimum, c'est une incitation supplémentaire pour ne rien y changer. Pages 430 et 431 avant les remerciements et finir le livre. Voilà qui me conduit à mon tout dernier point. En général, quand on propose d'instaurer la garantie universelle des moyens de subsistance indépendamment du travail fourni, on entend deux types d'objections. La première, c'est faites ça et vous verrez que personne ne voudra bosser. Je crois qu'à ce stade, nous avons amplement prouvé que c'était faux. Nous pouvons donc écarter cet argument sans autre formalité. La seconde objection est plus sérieuse. Elle fait valoir que même si la majorité des gens décident de travailler, ils choisiront en priorité des tâches qui ne satisfont que leur intérêt propre. Ils n'ont pas de valeur, les gens. Autrement dit, nos vies ne se rempliront de poètes minables, de mimes de rues soporifiques, du luberlu versé dans les théories scientifiques fumeuses, et rien de ce qui doit être fait ne le sera. En réalité, le phénomène du job à la con met bien en évidence le ridicule d'une telle hypothèse. Certes, il est probable que dans une société libre, on ne va pas être libre. Une fraction de la population se consacrera à des projets que tous les autres risquent de juger idiots ou futiles. Mais il est difficile d'imaginer qu'elle puisse dépasser de beaucoup les 10 ou 20%. Contentons-nous de rappeler la situation actuelle en quelques faits et chiffres. Dans les pays riches, pas moins de 37 à 40% des travailleurs estiment déjà que leur boulot ne rime à rien. Une bonne moitié de l'économie est faite d'activités à la con, ou bien d'activités qui n'ont d'autre raison d'être que de permettre aux premières d'exister. Et le comble, c'est que toutes ces occupations ne sont même pas particulièrement intéressantes. En laissant chacun décider par lui-même des bienfaits qu'il peut apporter à l'humanité, sans aucune restriction, comment serait-il possible d'aboutir à une répartition du travail plus désastreuse que celle d'aujourd'hui ? Voilà un puissant argument en faveur de la liberté humaine. Nous aimons tous parler de la liberté dans l'absolu, clamer que c'est la chose la plus importante pour laquelle on puisse se battre ou donner sa vie. Pourtant, nous nous demandons rarement ce que signifie réellement le fait d'être libre ou d'exercer sa liberté. Dans cet ouvrage, j'ai moins cherché à proposer des solutions politiques concrètes qu'à inviter à la réflexion et au débat sur cette question essentielle, à quoi pourrait ressembler une société authentiquement libre? Bonne question. Remerciements. J'aimerais adresser toute ma gratitude aux centaines de personnes qui ont bien voulu partager avec moi le récit de leur malheur professionnel, mais qui ne peuvent être nommés ici, vous vous reconnaîtrez. Un grand merci à Vivien avec un Y, Raoul de Strike, pour m'avoir commandé l'article originel, ainsi qu'au reste de la rédaction qui a rendu tout cela possible, surtout le Special Patrol groupe de la patrouille spéciale. Ces livres n'auraient pu exister sans le dur labeur de mon équipe chez Simon & Schuster, mon éditeur Ben Lonen, Erin Reback, Jonathan Karp et Amar Deol. Il n'aurait pas non plus vu le jour sans les encouragements de mon agent Melissa Flashman, de Yanklow et Nesbitt. Bien sûr, mon infinie reconnaissance va à mes amis qui réussissent à me supporter, ainsi qu'à mes collègues de la London School of Economics pour leur patience et leur soutien. Mention particulière au personnel administratif, Yanina et Tom Hinrichsen, Renata Todd, Camilla Kennedy Harper et Andrea Helsing. Très joli prénom. Enfin, je dois aussi te remercier à Megan Laws, l'infatigable étudiante d'anthropologie à la LSE, qui se consacre entièrement à mesurer mon impact. J'espère que ce livre lui facilitera la tâche. Bibliographie. Et je citerai qu'un seul livre à lire qui m'intéresse. Eric Williams, Capitalism and Slavery, New York Capricorn Books, 1966. Fini.